Empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, l'épisode du podcast des chemins insoupçonnés. Aujourd'hui, nous traiterons d'un sujet que je dirais peut-être un peu tabou. Je ne sais pas, mon invité me confirmera ou non. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis avec Edwige Nier. J'ai l'honneur d'accueillir Edwige, qui va nous accompagner tout au long de cet épisode-là. Un épisode qui est consacré à l'épuisement des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs et des entrepreneurs en général. Donc, durant cet épisode-là, on va parcourir différentes choses. On va parcourir différents aspects de cette thématique-là. Y a-t-il un moyen de pouvoir en parler plus, de pouvoir sensibiliser les auto-entrepreneurs à ces risques qu'on appelle psychosociaux, parce qu'il y a une bonne sensibilisation, je dirais, dans le monde entrepreneurial, mais pour les salariés. Mais moi, c'est juste une impression. On en parle un peu moins pour les chefs d'entreprise et les entrepreneurs en général. Edwige nous donnera son avis et puis surtout son expertise. Alors, bonjour Edwige. Bonjour Soraya. Bonjour Edwige. Et bienvenue dans cet épisode du podcast des chemins insoupçonnés. Merci de m'accueillir. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette thématique qui, je pense, j'avais directement pensé à toi. Tu sais, quand je voulais parler au début, je voulais parler de tout ce qui était hygiène de vie, hygiène mentale, et puis l'importance que l'on peut le mettre en avant par rapport au succès, parce qu'on parle beaucoup du succès des entrepreneurs, réussir. Et moi, je m'interroge, je pense que c'est aussi ma sensibilité par rapport à la santé en général. Beaucoup cherchent, en fait, il y a une sorte de course au succès, mais on oublie de s'allier avec des bases de la vie quotidienne. Tu vois, des bases, tu nous en parleras tout au long de l'épisode. Et en côtoyant le milieu des entrepreneurs, justement, à travers le digital, j'avais souvent ces problématiques qui reviennent. Tu vois, ces problématiques liées à la fatigue, à la charge mentale, à une grande responsabilisation, aux attentes, etc., etc. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler, et surtout pour que des personnes sache qu'il existe des solutions et qu'il y a des personnes aussi qui accompagnent dans la prévention de ce genre de surcharge entre guillemets inutile. Edwige Nier, je vais te présenter. Tu es formatrice, coach, mentor professionnel, coach et mentor professionnel certifié. Tu exerces aussi en tant que prof de yoga, praticienne TOP. TOP, c'est technique d'optimisation de potentiel. Et tu es aussi art thérapeute. En effet. Edwige, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Présente-toi. Est-ce que là, pour l'instant, ça va pour toi? Oui, c'est OK. Donc oui, je suis accréditée senior praticien. Ça fait 15 ans en fait que j'accompagne les personnes. Donc que ce soit des militaires, parce que j'ai une carrière militaire de 20 années derrière moi,
où j'ai travaillé avec du stress intense, etc. J'ai pu aller découvrir d'autres cultures aux États-Unis, où là aussi, je me suis formée en yoga. Et puis, donc j'ai décidé de fonder mon entreprise, en fait, Evolution Together, pour justement continuer d'accompagner les personnes dans les évolutions, les faire se révéler et pouvoir, en fait, vraiment optimiser leur potentiel, gérer le stress et les transitions de vie professionnelle comme personnelle. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc oui, je connais le milieu entrepreneurial puisque j'en suis une. Et puis je connais aussi le milieu, en fait, en tout cas tout ce qui est secteur public, puisque j'ai été 20 ans militaire. Et je connais aussi le milieu privé puisque j'ai bossé dans différentes boîtes ou pour différentes grosses entreprises. D'accord, très bien. Donc en fait, ça te donne comme une sorte un large panel du fonctionnement en fait et des problématiques que peuvent rencontrer les uns et les autres. Est-ce que qu'est-ce qui t'a amené justement à ce parcours-là? Est-ce que quel a été pour toi le fil conducteur pendant tout ce parcours? Partage de connaissances, principalement. En fait, on a tous des valeurs profondes en nous. Souvent, on les utilise pas ou on va pas la chercher, mais quand on l'utilise et qu'on va la chercher, du coup, on développe des qualités et des talents en fait qu'on n'avait peut-être pas encore remarqué. Et donc, ça fait peut-être le lien aussi avec ton podcast, puisque c'est insoupçonné souvent. Nos ressources sont souvent insoupçonnées, alors qu'en fait, elles sont là. Il faut juste aller les chercher et les prendre ce recul nécessaire d'introspection pour pouvoir les développer. Donc moi, je dirais que le fil conducteur, c'est vraiment ça. Aller toujours apprendre, acquérir, travailler sur soi. Ok. Il y a eu dans ton parcours une sorte un élément déclencheur. Est-ce que ça s'est fait de manière naturelle ou alors il y a eu quelque chose qui pour toi t'est dit c'est ça? Trois éléments. Le premier, en fait, j'ai été sportive à haut niveau. J'ai eu une grave blessure en service. Du coup, j'ai mis 18 mois pour remarcher. Donc, du coup, développement de la résilience, etc. Donc, ça c'est fait. C'était le premier déclencheur. Le deuxième, ça a été en fait ma fille, clairement. Puisque voilà, problème particulier. Et puis le dernier, ça a été la fin de mon parcours militaire où j'avais un choix à faire en fait vraiment. Quand je dis transition de vie professionnelle comme personnelle, c'est vraiment ça en fait. C'était est-ce que je me choisissais en fait ou est-ce que je subissais mon métier. Et donc du coup à un moment donné il faut savoir, eh bien non, je subis pas et je prends ce courage là qui m'est donné de partir et de voler entre guillemets mes propres ailes. C'est très intéressant. J'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies, souvent, parce qu'on se connaît déjà. C'est pas la première fois qu'on se voit. On se connaît déjà. Mais à chaque fois, quand tu me racontes des choses nouvelles, je me dis à chaque fois que j'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies dans cette vie-là et des vies assez intenses. Et ce que j'aime beaucoup chez toi, ça je te l'ai jamais dit, c'est en fait ta capacité à, en fait, dans chaque situation, en ressortir quelque chose. Tu vois, là, tu parlais de ton parcours d'ancienne sportive de haut niveau. Voilà, t'es ressorti avec quelque chose qui a fait grandir. Enfin, t'as appris quelque chose. Parce que souvent, on dit, oui, voilà, on apprend toujours quelque chose par rapport à une situation, etc. Et j'ai envie de poser la question, mais quelle sorte d'apprentissage? Parce que si c'est un apprentissage dans le sens rancœur, négatif, et puis qui pousse vers le bas, toi, c'est toujours vers le haut. C'est la capacité de résilience. C'est ce que je retiens. Ouais. Tout à fait. Ok, bon. Je suis vraiment très contente de t'accueillir pour ce podcast et je vais faire un petit résumé des points qu'on va aborder. Donc, on va voir dans un premier temps la situation globale en France et puis où ça en est, hein, quels sont les chiffres, est-ce qu'on en parle? Tu vas un petit peu nous orienter sur ça. Et puis après, on abordera les symptômes et les causes de ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement entrepreneurial, parce qu'il y a toujours des signes précurseurs, des symptômes et surtout
des facteurs qui sont là, qui causent justement cet épuisement. Ensuite, on approfondira peut-être par rapport à ta clientèle, les personnes que tu accompagnes, peut-être voir un parcours type, un client type. Est-ce que on est plus soumis à ce genre d'épuisement, par exemple, dans un type de secteur? Est-ce qu'il y a des facteurs qui vont accentuer ces symptômes-là, etc., etc. Ça serait intéressant de voir. Et puis pour les auditeurs qui se retrouvent dans une certaine situation, qui puissent s'en rendre compte déjà, parce qu'on prend pas forcément compte. On prend pas forcément compte de ce qu'on ressent, pas toujours d'ailleurs, et de savoir qu'il y a enfin des pistes de prévention, parce que comme j'aime bien le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà, Edwige, j'ai hâte d'écouter tous les conseils que tu pourras nous donner aux entrepreneurs aussi, en général, qui parfois sont dans une situation de charge mentale intense, d'épuisement, mais qui ne s'en rendent pas forcément compte. Alors, par rapport à la situation globale de la France. Alors, vas-y. Oui, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que tu peux en dire, toi, de la situation globale? Bon, en France, c'est général, mais de toi, de ce que tu as pu constater dans ton domaine. Quand j'ai monté ma société le 31 janvier 2020. Donc, on sait ce qui s'est passé 3 mois après. Donc, d'accord. Voilà. Je savais pas ça. D'accord. Donc du coup, ce qui veut dire que, en tout cas, mon œil avisé d'avant, en fait, entre guillemets, d'avant la fermeture, c'est que oui, il y avait quand même des tensions. C'est-à-dire que le chiffre qu'on a, qui date de 2016, en fait, dit que 15% des auto-entrepreneurs étaient en burn-out. Ok. Il s'est passé en 2016. En 2016. Donc, il s'est passé la crise sanitaire qu'on connaît tous, avec son lot d'anxiété, de dépression aussi, d'isolement, etc. Ce qui a rajouté, en fait, vraiment, un petit peu sur ce taux qui était déjà quand même assez haut. Et aujourd'hui, on est plutôt sur 1 sur 3 qui est en burn-out. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une vraie augmentation, environ 35%. En 2021, il faut savoir que c'est un sondage d'OpinionWay. 70% des dirigeants de TPE, PME, et donc auto-entrepreneurs aussi, montrent des signes de burn-out. Ce qui signifie quand même que, du coup, là, on n'est plus à juste 15% avec une trentaine de pourcents qui ont peut-être des signes, etc. Là, non, on est vraiment dans le dur et dans quelque chose, en fait, qui est reconnu, qui est connu. Pour autant, 40% d'entre eux, donc de ces entrepreneurs, de ces dirigeants, estiment qu'en fait, ils pourraient effectivement l'éviter parce qu'ils voient qu'il y a des petites solutions, mais en fait, ils ne prennent pas le temps de les mettre en place ou même de prendre ce temps pour eux. Il y a 58% d'entre eux qui pensent même, alors là, on est dans ce qu'on appelle les croyances limitantes et déni de réalité, qui pensent que c'est normal, en fait, d'être en permanence sur un stress important. Ça veut dire qu'ils bossent bien. Et donc là, du coup, on est vraiment dans quelque chose qui est discordant, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on sait que ça fait que c'est une douleur, et de l'autre côté, en fait, on dit non, mais c'est pas grave, la douleur est normale parce que sinon il y aura pas de réussite. Et donc cette association, c'est une association, en fait, croyance limitante que le fait qu'on soit stressé, ça veut dire qu'on travaille, alors que c'est pas la réalité, parce que sous stress intense, il faut savoir quand même que l'efficience, elle n'y est pas. C'est-à-dire qu'on peut être efficace et productif avec l'adrénaline, etc. Mais par contre, le résultat ne va pas être forcément le même. Et donc, l'efficience en tant que telle, va pas forcément être au rendez-vous. Donc, l'autre chose aussi sur ce que je voulais apporter, c'est que rebondir après un épuisement professionnel, ça demande du temps, de l'acceptation de soi, de comprendre ce qui nous est arrivé. Donc, c'est aussi pour ça quand j'ai travaillé en collaboration et que je travaille encore en collaboration avec Marie-Noëlle Tinascanon, elle est spécialisée sur les harcèlements, etc. On a créé ce relevé après une situation toxique, donc cette formation-là, parce qu'on voulait aborder en fait le chemin de la reconstruction vers l'objectif de vie, sachant que c'est beaucoup plus long. Donc la prévention coûte moins et moins longue
que le retour à l'après. C'est-à-dire que prévenir, comme tu dis, c'est mieux, ça coûte moins en énergie, aussi en gestion derrière et en risque de faillite que si on travaille après coup, quoi. Donc en fait, il y a vraiment c'est cette chose-là qu'il faut voir. Riverside. On revient sur la situation globale, la situation que toi tu as vue, surtout l'évolution. Du coup, d'après ce que je comprends, en fait, l'évolution, toi, que tu as vue durant ton parcours, et puis les chiffres parlent aussi, il n'y a pas forcément une évolution positive, j'ai envie de dire. C'est mon impression. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on est sur une phase plutôt où ça progresse de plus en plus, et il y a beaucoup de choses qui ont favorisé, notamment le côté anxiogène en fait de la santé. Avec le Covid, en fait, il y a eu aussi les restrictions en fait qui nous ont été c'est sûr, oui. Clairement obligés en fait, de dire non, vous sortez pas, vous allez pas voir un tel, vous faites différemment votre travail, vous étiez peut-être bien en petit pôle tous ensemble. Par exemple, les entrepreneurs, il y avait des gens qui se voyaient plus ou moins toutes les semaines, etc. Se sont retrouvés en fait en isolement puisque c'était plus que du télétravail. D'autres n'avaient pas les moyens parce qu'il faut pas oublier que tout le monde n'est pas doté en fait des moyens nécessaires pour faire aussi le télétravail. Donc il y avait vraiment une hétérogénéité de tout ça et du coup rien n'était homogène. Donc ce qui amène aussi à ce que quand il y a des disparités, clairement forcément il y a des disparités aussi à ce niveau-là, et ça va les enclencher encore plus. Si vous étiez en signe, par exemple, si on reprend par exemple les 15% en 2016, ils avaient déjà commencé à évoluer en 2018-2019, ne serait-ce que parce qu'il y avait différentes crises, etc. Eh bien là, ça s'accentue. Pourquoi? Parce que si on était déjà en signe, on était un peu déjà en stress, etc. Peut-être on avait un manque d'envie, manque de sommeil, on le verra de toute façon dans les causes, etc. après, mais eh bien là, on avait déjà des signes avant-coureurs. Et pourtant, vient se rajouter en fait une charge supplémentaire. Et donc l'organisme, c'est comme si je prends une bouteille, je remplis dedans, mais à un moment donné, elle déborde. Et quand elle déborde, en fait, le syndrome de l'épuisement, il est présent, il est là. Et là, en fait, il faut traiter maintenant. C'est l'après, en fait, qu'on va traiter. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans de la prévention. Tant qu'on est dans une bouteille et qu'on contient dans la bouteille, c'est OK. Mais dès qu'on dépasse sa bouteille, la contenance de la bouteille, en fait, clairement, eh bien là, on est en burn-out, on est dans le dur. Et dans ces cas-là, ça marche plus, quoi. On n'est plus sur le même stade. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, en fait, qu'on a connue ces 2-3 dernières années? Eh bien, c'est qu'on a rajouté, en fait, quelque chose venant de l'extérieur dans sa propre bouteille. C'est pas forcément de soi, c'est juste de l'extérieur qui a complété, en fait, une partie de la bouteille. Et pour ceux qui avaient déjà une bouteille qui était à moitié remplie, qui était OK, avec à moitié remplie, sauf que là, en fait, on a complètement dépassé le seuil. Et c'est ce qui explique aussi que 1 sur 3 aujourd'hui est en burn-out et que 70%, en fait, ont des signes avant-coureurs de burn-out. J'avais lu quelque part que 45% des entrepreneurs, donc presque un entrepreneur sur 2, se sent isolé. Oui, ça fait partie. Ouais, c'est ça, l'isolement. L'entrepreneur, alors commerçant, artisans vont pas être dans la même catégorie. Là, l'isolement, en fait, il est vraiment ressenti pour. Alors, c'est paradoxal, mais certains dirigeants de PME, en fait, donc pas forcément TPE. Je parle là de PME. Certains dirigeants vont se sentir seuls parce que seuls à décider, parce que du coup toutes les charges, surtout avec les décisions qu'il a fallu prendre, etc., étaient sur leur unique épaule. Et de ce fait, en fait, se sont sentis isolés par rapport au reste de leurs salariés. Si on prend maintenant l'auto-entrepreneur, de base, en fait, il est entrepreneur solo. C'est-à-dire qu'il fonctionne en solitaire, il peut avoir des partenaires, il peut engager des gens, etc., mais son fonctionnement de base est déjà d'être son propre chef de son entreprise. Et de ce fait-là, en fait, c'est l'atout majeur. Et donc, lui, clairement, il prend tout.
Donc forcément, s'il prend tout, il s'isole parce que la charge mentale, elle est là, la charge de travail est là, et on nous en demande de plus en plus. Et puis, on nous interdit de faire certaines choses qui auraient pu peut-être nous alléger. Donc, il va falloir que je rajoute encore. Imaginez les gens qui n'avaient qu'une entreprise, en fait, en présentiel. Avec la crise, ils ont dû réinventer la totalité de leur entreprise en distanciel. Par exemple, moi, mon business plan, à l'origine, il était 80% en présentiel, à peine 20% en distanciel. Aujourd'hui, clairement, je fais 10% en présentiel, 90% en distanciel. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment switcher complètement. Et donc, ça, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'on a les facilités? Est-ce qu'on a le matériel? Etc. On n'est pas tous à l'aise avec l'outil numérique, ni les auto-entrepreneurs, bien que souvent on dit un auto-entrepreneur, c'est forcément, il sait tout faire, etc. Non, c'est faux. Et parfois, puis, on a besoin d'être accompagné. Pardon, j'ai pas entendu. Oui, pardon, je te disais, et puis non seulement c'est pas donné à tout le monde, et puis tu as aussi des secteurs qui sont, enfin des corps de métier qui sont pas évidents en fait à digitaliser quelque part. Exactement. Sur de la formation, par exemple, j'ai beaucoup de choses que je peux digitaliser. Il y a des formations que je ne peux pas digitaliser. Il y a des choses en fait que je ne le fais que en présentiel. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas le même impact. Il y a des outils qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, je vais prendre quelqu'un qui est dans le bâtiment. À distance, il peut pas poser une fenêtre. Il peut pas faire un sol. Donc tous ces métiers-là, en fait, c'est des petits artisans, des auto-entrepreneurs souvent, et ils se sont retrouvés en fait coincés. Surtout que souvent, quand on achète le produit, on l'avance. Donc il y a les avances de trésorerie, etc. Et donc la gestion même du business, en fait, est un ajout de stress permanent. Ce qui fait que du coup, ils se sentent de plus en plus isolés parce qu'ils n'ont pas envie de sortir et qu'on leur dise mais vous nous devez. Enfin, j'exagère un peu la situation, mais en gros, c'est ça l'isolement, c'est parce qu'il y a eu aussi quand même. On nous dit les chiffres sont bons, etc. Il y a eu beaucoup de création d'entreprises. Je voudrais un peu limiter ce chiffre-là aussi et dire que quand même, dans les 2 à 3 ans après la création d'une entreprise, 70% des entreprises, on aime bien le chiffre 7 apparemment, mais 70% des entreprises en fait ferment leurs portes dans les 3 ans, dans tout ce qui est entreprise de service, en auto-entreprise. D'accord, oui. Donc on met l'accent sur la création en hausse. On met l'accent sur la hausse de création en disant ouais super, il y a de plus en plus, mais on voit pas en fait le suivi ou le déroulé. C'est ça, on n'a pas la courbe. Enfin, voilà, c'est ça. Ils ne se focalisent que sur la création et du coup, ils disent c'est ok. Sauf que de plus en plus en fait, et là l'électricité, la cherté de l'électricité va pas arranger les choses. Hein. Enfin, soyons honnêtes, c'est pas être alarmiste, hein, c'est juste être factuel. Par exemple, comme je t'avais dit, j'avais des exemples très concrets. Ici en montagne, on avait 2 boulangers. On en a un qui a fermé en fait à l'issue de la crise. Et on en a un autre qui vient de fermer là et ils vont aller travailler à l'usine pour gagner 1700 € par mois, mais ne pas être en dette. Parce que s'ils avaient gardé leur boulangerie, ça fait 34 ans qu'ils étaient boulangers, s'ils avaient gardé leur boulangerie, en fait, ils seraient en janvier endettés à cause de l'électricité, des factures d'électricité, etc. Donc ils ont préféré liquider leur entreprise avant le 1er janvier. De façon à pas être en dette. Ça fait 34 ans qu'ils avaient leur boulangerie et voilà. Donc là, c'est un exemple concret et de ce qu'on va avoir de plus en plus. Hein. Je défends pas plus un corps que l'autre, mais en tout cas là, c'est du concret, c'est du factuel et donc là, cette vision-là, faut l'avoir aussi. C'est-à-dire que parfois, c'est l'extérieur qui fait qu'on ne peut pas continuer. Et dans les entreprises de services, il y a plusieurs modes. Ça peut être la personne, ça peut être le nombre de clientèle. Et puis, ça peut être aussi ce qu'on appelle les effets de mode. Donc, attention, quand vous créez votre entreprise, il faut que vous soyez aux commandes et que vous preniez en compte que la charge mentale, elle peut se gérer différemment, mais il faut savoir qu'on va en prendre. Là, ouais, tu évoques les circonstances extérieures qui jouent un rôle. Est-ce que, en fait, la frontière, parce que le burn-out, d'ailleurs, est-ce que c'est reconnu Alors, l'OMS a créé une définition
Ok. Et sur cette définition, donc elle dit que c'est bien reconnu dans les risques psychosociaux, santé mentale, etc. L'épuisement professionnel est reconnu en tant que tel, mais pas sous forme de maladie. Donc ça veut dire qu'il y a des nuances à avoir. Il est inclus dedans, mais ce n'est pas une dépression. Voilà, c'est pas considéré comme une dépression, puisque la dépression est une maladie. Donc en fait, il faut bien faire le distinguo entre les deux. Donc le syndrome d'épuisement, c'est un syndrome, donc c'est pas une maladie, c'est un syndrome d'épuisement. Il est temporaire. Donc ça veut dire qu'en fait, on va revenir à une situation plus pérenne, mais souvent pas au même niveau, où il va y avoir souvent soit des changements de carrière. Souvent après un burn-out, la personne décide de changer de carrière, ou alors c'est parce que elle réajuste son emploi du temps, elle réajuste peut-être sa mission de son entreprise, la vision, etc. Donc il y a plein d'ajustements à faire. Donc quand on accompagne les entrepreneurs solo là-dessus, on va travailler aussi sur l'alignement entre la mission, la vision de l'entreprise et son alignement propre. Parce que c'est lié en fait, tout est lié, et c'est ce qui permet d'éviter d'arriver sur un syndrome d'épuisement. Donc oui, l'OMS a bien défini, il y a des règles et il y a une part majoritaire de professionnels qui est en charge. La différence par rapport à un salarié, parce que tu m'avais expliqué aussi que c'était intéressant de voir la différence entre salariat et entrepreneur. Je dirais que un salarié, il va être couvert par ce qu'on appelle le dossier unique, l'inspection du travail, les choses comme ça, où il va être pris en compte en intégralité. Un entrepreneur, lui, en fait, c'est lui qui doit se gérer soi-même, puisque c'est le dirigeant de l'entreprise doit utiliser tous les moyens matériels pour garantir la santé physique et mentale de ses salariés. Donc je résume la loi, je pourrais lire l'article de loi. L'employeur doit garantir en fait la santé mentale et physique, etc. de ses salariés, sauf que quand vous êtes entrepreneur, c'est vous qui vous garantissez votre propre santé mentale et physique. Et donc vient à se poser la question de si c'est moi qui dois faire attention à moi, est-ce que je le fais vraiment? On va avoir tendance à le faire facilement pour les autres, donc pour ses salariés, etc., à prendre plus les choses en main, et ne pas se l'appliquer soi-même. D'ailleurs, il y a un petit dicton, une expression, le cordonnier est le plus mal chaussé. Eh bien, l'entrepreneur, souvent, il a tendance à utiliser cette petite expression qui est pas OK, du coup, puisqu'il a tendance à se mettre, en fait, souvent au point de rupture en pensant que c'est OK. Oui, dans une de mes méthodes, donc dans la méthode RGT, notamment pour l'entrepreneur solo, pour lui faire révéler et développer son leadership, on aborde justement renforcer le soi, c'est-à-dire la confiance, l'estime, et puis le soi, c'est qui on est, ce qu'on a, et ce qu'on est en fait, tout simplement. Et donc du coup, dans ce qu'on est, c'est le fonctionnement de comment fonctionne notre cerveau. Et puis dans le module de gestion, par exemple, j'utilise plutôt comment on communique et notre comportement, notre préférence de comportement. Donc d'un côté, on va utiliser comment en fait le cerveau de base il fonctionne, comment on peut l'optimiser, comment on peut faire attention en fait qu'il montre pas de signes justement de frein ou de blocage pour le développement de son business, parce que il faut rester focus business quand même malgré tout. Et derrière, comment on va communiquer, on va avoir tendance même à se comporter. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de regarder la perception des autres, la communication avec les autres et surtout sa propre communication avec soi-même. Enfin, on a un peu anticipé sur les pistes de prévention, mais justement, c'est un des paramètres, la connaissance de soi, que toi, sur lequel tu appuies, un des piliers sur lesquels on s'appuie pour justement savoir se connaître pour pouvoir mettre en place un environnement intérieur et extérieur qui soit propice à la sérénité, tout en continuant à mener son business, etc. Mais bon, bien que tu évoquais au début les circonstances extérieures, parfois on ne peut pas maîtriser, ça c'est un fait, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qu'il est possible de maîtriser. Tout à fait. La ligne, la frontière entre une surcharge mentale, tu sais, une personne qui, pendant une certaine période, quelques jours, quelques semaines, qui se sent fatiguée, etc. Quelle est la frontière? J'ai l'impression que la ligne
entre les deux est vraiment très fine. Entre une surcharge mentale passagère, une surcharge même physique, hein, passagère, et l'épuisement, en fait, vraiment le corps hein, qui lâche, le système nerveux qui lâche en fait quelque part. Comment tu perçois cette frontière, cette ligne? Alors la limite déjà, c'est en termes de temps. Déjà, la première chose, c'est est-ce que je suis épuisée, est-ce que je n'arrive plus à faire en fait des tâches de base, et est-ce que je rumine. Donc déjà, si j'ai ces trois paramètres-là, je suis en burn-out. D'accord. Donc le paramètre durée, de temps, c'est-à-dire au bout de combien de temps Alors c'est ça, c'est qu'en fait, on peut avoir, comme on dit, on a un petit coup de mou, etc. Donc en général, les coups de mou, on peut avoir 48, 72 heures, grand maximum. Au-dessus de 72 heures, faut s'inquiéter. Alors bien sûr, je ne dis pas, hein, si vous avez la grippe, que vous allez quand même travailler, on n'est pas dans les circonstances à l'identique, etc. C'est en temps normal, vous êtes bien, d'accord, vous êtes en santé, mais par contre, vous avez ces symptômes-là. Dites-vous, si ça dure plus de 72 heures, c'est qu'il y a un souci. Si ça s'étale en fait dans le temps, si ça commence à faire une semaine, dites-vous que vous êtes au point de rupture. Okay. Si vous laissez plus d'une semaine passer, dites-vous qu'il va y avoir des séquelles, soit sur l'efficacité, la productivité, l'efficience de ce que vous faites, ou peut-être même sur les émotions. Voilà. On n'en parle pas aussi, on les cache, on a tendance à cacher, mais ça fait partie aussi d'un des éléments à prendre en compte. Bah justement, alors quels sont ces éléments, les symptômes, clairement? Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet-là, sur les symptômes en général de l'épuisement? Vous allez vous coucher, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil parce que vous êtes totalement embrumé dans je dois faire ça, et puis il y a ça, demain il y a ci, etc. Donc ça, clairement, en fait, c'est pire que de ruminer, en fait, dans le sens où vous êtes en train d'essayer de mettre toute une planification que vous n'avez pas faite réellement dans les actes. Donc la planification, dans ces cas-là, vous pouvez la faire aussi mentalement, mais ne pas laisser en fait toutes les idées venir les unes sur les autres sans avoir d'action derrière. Donc ça veut dire qu'en fait là, quand vous êtes complètement avec plein d'idées qui restent dans la tête et qui créent en fait de l'insomnie ou un manque de sommeil, il y a des gens qui me disent moi je me réveille à 4h du matin, je sais pas pourquoi et je peux pas me rendormir. Il faut savoir qu'on a tous un cycle de sommeil. Donc un adulte, hein, il dort entre 6 et 7 heures en général. Petit dormeur, moins de 6 heures en fait. Grand dormeur, entre 7 et 10. Enfin 7h30, 8h, voilà. Au-dessus, c'est gros dormeurs. Et donc ensuite, on a des gens qui sont des couches tôt. Il y en a qui sont des couches tard, il y en a qui sont des lève tôt, il y en a qui sont des lève tard. Donc on a un cycle en fait personnel. Et en fonction de celui-là, par exemple pour le manque de sommeil, eh bien c'est flagrant. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un gros dormeur, qui se réveille à 4 heures, qui peut pas se rendormir, clairement, on va aller chercher pourquoi il arrive pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a envie de faire en fait quand il se réveille. On se pose jamais la question de pourquoi je me suis réveillée. Est-ce que c'est juste pour aller prendre de l'eau? Dans ces cas-là, c'est besoin de survie, il n'y a pas de souci. Le sommeil est un besoin de survie. Donc souvent, en fait, la première cause, c'est l'oubli de soi et de ses propres besoins de survie, tout simplement. Ça veut dire, l'organisme, lui, il va vous réveiller s'il a besoin de boire. L'organisme, s'il a besoin, la fonction d'éliminer, fait partie, en fait, des besoins de survie. Donc clairement, en fait, c'est des besoins. Le sommeil en fait partie. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous sentir fatigué. Le manque de vigilance. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une entreprise où vous devez faire une conférence. La personne va vous répéter 4 fois la question parce qu'en fait, vous n'allez pas l'avoir intégrée, vous serez fatigué mentalement. Vous n'aurez pas récupéré. Il faut savoir que la récupération mentale de l'organisme, c'est la deuxième phase, en fait. Donc, le sommeil, clairement, il va générer plein de petites conséquences. Et donc, la cause, c'est l'oubli de ses propres besoins, qui vont nous donner le symptôme, le manque de sommeil, avec insomnie, fatigue, manque de vigilance, qui va déclencher aussi tout plein de conséquences. Ralentissement de l'efficacité au travail, la lenteur en fait. Enfin, aujourd'hui, je suis lente, j'arrive pas à faire. Ça, c'est des choses qu'on entend en fait. Des clients que j'accompagne, ils me disent mais je mets beaucoup de temps pour faire quelque chose que d'habitude j'aurais fait rapidement.
Donc, lorsque je les accompagne, en fait, je leur permets de renouer vraiment avec leurs propres besoins pour les nourrir. Donc ça, on est vraiment sur le besoin de survie. Et donc, ils sont assez marquants. Toute la partie sommeil, fatigue, etc., c'est, beaucoup de gens le remarquent assez facilement parce que il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Le corps est là, les besoins de survie, c'est les besoins vitaux, hein. Donc lui, l'organisme, il s'en fiche en fait qu'on ait un business à faire tourner. Lui, clairement, il est là pour juste gérer entre guillemets l'organisme. Ensuite, on a dans la gestion du temps, vous allez avoir le stress, parce que la charge en fait, le travail non-stop. Quand tu me demandais les symptômes, quelqu'un qui est en non-stop au travail, c'est-à-dire qu'il se lève, il va au travail. Il se couche avec son ordinateur en train de finir de bosser. Il oublie de manger, parce que c'est pas important de manger à midi. Non, mais c'est bon, j'ai des rendez-vous, je les prends au fil de l'eau, parce qu'il faut que je rentre du chiffre d'affaires. Et bien en fait, plus, là... Oui, Edwige, encore plus pour, tu sais, pour les entrepreneurs qui n'ont pas cette gestion du temps qui leur incombe, en fait. Donc, il y a cette discipline-là. Par rapport à une personne, on va dire un salarié qui a ses horaires, etc. Mais clairement, là, c'est vraiment... Mais le dirigeant même d'une grande entreprise, hein, il faut savoir que c'est une de ses premières causes, c'est son organisation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a des secrétaires qui lui créent son planning, son machin. Et encore, même avec ça, ça part des fois un peu en sucette, entre guillemets. Donc du coup, non, les manifestations, elles sont assez visibles quand c'est un manque d'organisation, une gestion de temps, en fait, qui est en causalité, parce que, on va faire des journées à la rallonge, on va reporter sans cesse ces tâches à faire. Il y a des gens qui sont très doués pour faire 3 pages de to-do list. Vous savez, les listes de tâches à faire, 3 pages. Oui. Et ils disent, à la fin de journée, j'ai pas fait, faut que je continue. Mais en fait, donc là, c'est vraiment caler ses tâches en fonction de ses capacités. Donc, on est là toujours sur gestion du temps, organisation. Et puis, le stress, en fait, il commence à être impactant ou freinant dans la bonne marche du business de tous les jours. Et bien là, dites-vous que c'est vraiment parce que vous n'avez pas géré correctement votre temps et votre organisation. Donc, si, en fait, ça freine, c'est-à-dire que vous avez un stress qui est latent et qui commence à se développer et à vous freiner dans vos démarches ou dans vos actions au quotidien, dites-vous que là, y a... c'est un problème d'organisation et de gestion du temps. Vous avez peut-être aussi des difficultés pour se concentrer. Donc ça, c'est aussi une des manifestations. Vous allez vous mettre en colère rapidement, alors que d'habitude, vous vous imiteriez pas. Pour un entrepreneur, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une maman que j'avais en accompagnement. Donc, son boulot, elle s'est mis des horaires. Elle a dit, non, mais moi, de telle heure à telle heure, ok. Elle avait mis 16 heures. Elle était en retard. Donc, elle a son petit dernier de 3 ans. Il toque à la porte. Donc, elle lui dit non, sèchement, etc. Il retoque à la porte. Et puis, donc, il y a son frère qui vient, etc. Donc, elle a plusieurs enfants. Donc, il lui dit, mais est-ce que t'as fini, maman? Eh bien, elle s'est fâchée. Elle m'a dit, mais je les ai pourris, alors qu'en fait, ils avaient rien fait, quoi. Mais juste parce que, en fait, j'étais sous le stress de pas finir, etc. Oui. Et du coup, elle s'est mise en colère inutilement. Et c'est en discutant et pour aller chercher, en fait, la cause, c'était quoi? C'est juste qu'elle avait mal planifié ses choses et que normalement, elle faisait avec ses enfants, elle avait 1 heure pour ses enfants, etc., une organisation. Et du coup, elle n'a rien respecté. Et puis, les enfants étaient là, ils étaient à côté. Donc ça, c'est par exemple quand on est maman ou même papa. Hein, des fois, c'est le papa qui gère les enfants aussi. Donc voilà, donc il y a les deux sens. Eh bien, c'est vrai que des fois, on est tiraillé parce que l'auto-entrepreneur, c'est pas comme un salarié, quoi. D'autant plus si on travaille en fait de chez soi. Ça crée aussi cette tension-là. Vous avez aussi le contraire, c'est les pleurs. Un entrepreneur, en fait, il va se sentir aussi isolé. Et des fois, il va se mettre à pleurer. Donc ça, j'ai eu un dirigeant d'une entreprise et lui, donc, il était plutôt dans, on va dire, dans du service, pas à la personne,
vraiment des services de comptabilité, de voilà, tout ce qui est compta D'accord. finance. D'accord. Ouais. Et lui, en fait, il se disait, des fois, je suis devant mon ordinateur, je me mets à pleurer, quoi. Il fait, je me sens seul, la solitude, etc. Et en fait, il s'avère que c'est parce que il se prenait aucun temps pour lui dans son agenda. Il ne mangeait pas, en fait, il enchaînait toutes ses. Il me dit, financièrement, ça tourne, etc. Mais en fait, il n'y retrouvait plus de sens. En fait, il arrivait même plus à caler en fait quelque chose pour lui. Et donc, en fait, il se mettait à s'isoler de plus en plus. Il faisait plus rien à l'extérieur. Il voyait plus ses amis. Donc voilà. Et il me disait, moi, j'ai besoin de retrouver quelqu'un. Je peux même pas m'octroyer du temps. Donc, oui, je t'entends. Donc, je disais, je finissais sur, du coup, au niveau du temps, c'est ça qui posait souci. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit, en fait, votre position, que ce soit un dirigeant de PME, TPE, auto-entrepreneur, entrepreneur tout court, artisan, commerçant, la gestion du temps et de l'organisation, il faut l'efficience en fait de cette organisation et de cette gestion du temps, c'est un des piliers de la prévention contre le burn-out et le risque de faillite personnelle et professionnelle. Et donc ça, c'est important de bien le lier en fait, parce que pour avoir travaillé dans des associations, en tout cas pour aider les entrepreneurs qui ont fait faillite en fait à rebondir, le burn-out ou le risque, enfin la faillite, même si c'est son entreprise, hein, c'est une faillite aussi souvent personnelle qui va avec. Et donc, faut aussi en avoir conscience. Donc, c'est aussi pour ça que dans RGT, oui, ça fait partie d'un des piliers. Ouais, dans la gestion de RGT, il y est dans le module de gestion. J'ai carrément géré son environnement avec justement l'organisation, la gestion du temps. C'est inclus parce que c'est juste une base en fait pour mener à bien son entreprise et son business. Tout à fait. C'est ça. Ouais. J'aurais presque pu rajouter un élément que j'ai pas dit, mais le social, le lien social. Souvent, en fait, ouais, le sentiment d'isolement de l'auto-entrepreneur, de l'entrepreneur qui travaille de chez lui, etc., c'est ça, c'est le lien social. Et beaucoup d'infopreneurs, en fait, ou de travailleurs en distanciel, euh, ont cette problématique-là parce que du coup, le lien social, ils l'ont à travers l'ordinateur, etc. Mais en dehors, souvent, il n'y a rien de construit. Et donc là aussi, c'est une problématique. Oui, je dois faire une pause rapidement. J'ai
Excuse-moi, Soraya. T'en prie. Et puis surtout aussi, excuse-moi pour les coupures. Là, je suis en train de leur envoyer. Il y a une assistance en direct apparemment et je leur demande à quoi ça pourrait être dû. Bon, je sais pas s'ils vont me répondre tout de suite. Si c'est à moi qui ai fait un mauvais règlement. Ok. Ok. Oui, donc tu finissais sur. Oui, donc je l'avais l'équilibre. Ouais. Sur l'équilibre et sur l'aspect, le lien social. Donc l'équilibre perso-pro, l'aspect social. Oui, le lien social, souvent on a tendance à vraiment l'oublier en fait, alors que pour l'entrepreneur, c'est aussi important de pas se couper. C'est pas parce qu'on travaille de chez soi ou qu'on travaille en télétravail ou qu'on travaille à son compte qu'on doit se priver en fait de tout ce qu'il y a à côté. En fait, ça paraît logique en le disant, mais il y a des cas réels en fait. Il y a vraiment des personnes. Quand des fois j'utilise les domaines. Dans les accompagnements, je me rappelle, j'avais une dame, je lui avais demandé de représenter en fait ces différents domaines et donc les loisirs, voilà, famille, etc. Et puis elle regarde en fait son camembert au final, et là, elle se dit bah je me suis oubliée, bah j'ai pas mis de loisirs non plus quand je lui ai posé la question, bah j'ai pas mis ça non plus, bah non mais en fait j'en ai pas sur ma semaine. C'est vrai que j'en ai pas. Et c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'au final, en fait, elle avait pas le côté social. En fait, elle se sentait seule, mais il n'y avait pas que la solitude en fait de l'entrepreneur parce qu'il prend des décisions seul, etc. Non, il y avait aussi la solitude vraiment socialement de mise en exergue avec ça. Donc ça, c'est intéressant aussi de le prendre en compte et de voir si on a bien tous nos domaines de vie qui sont représentés dans notre camembert, en fait, entre guillemets, pour équilibrer aussi ce côté-là. Est-ce que tu as fini, Edwige, sur le lien cause-symptôme et les signes précurseurs? Il nous reste un dernier qui est quand même assez important que je voudrais quand même aborder, c'est le troisième, le soi et son environnement. Donc nos perceptions des réalités, en fait. Là, pourquoi je veux absolument qu'on en parle? On a tous notre propre référentiel, nos propres expériences de vie. Donc, ça nous amène des fois à avoir une réalité qui est pas forcément la bonne, dans le sens où elle peut avoir une lecture erronée de la situation même. Et donc, on peut sous-estimer ou surestimer en fait les besoins de la situation comme les ressources qu'on a ou qu'on a en possession, soit personnelle ou soit celle qu'on peut demander. Et donc, du coup, il y a vraiment un risque de burn-out. Pourquoi? Parce que si on surestime, sous-estime au lieu de bien estimer la situation, par exemple, donc c'est vraiment une évaluation, eh bien ça va être la même chose pour soi-même. C'est-à-dire confiance, estime, etc. Et même pour faire un plan d'action, eh bien on va faire un plan d'action à côté. On va préparer une stratégie qui n'aura pas de résultat. Donc en fait on va se caler sur quelque chose en fait qui n'est pas exact au démarrage. Donc, à l'arrivée, en fait, on ne sera pas du tout en cible. Donc, apprendre qui on est, comment on fonctionne, quels sont nos biais cognitifs et comment on prend du recul font partie, en fait, des choses qui sont malheureusement peu utilisées dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que quand je dis le leadership de l'entrepreneur solo, c'est du leadership, c'est parce qu'il y a vraiment ce côté-là où on prend en compte l'environnement avec soi. Et donc là seulement, en fait, on peut dire, ok, je pose une stratégie, elle va aller où je veux parce que la stratégie de départ et le concept de la situation de départ, en fait, il est bien posé au bon moment. Et souvent, l'épuisement pro, eh bien, il vient de là. Des fois, d'une situation qu'on a mal estimée, mal évaluée. Et donc, c'est pour ça que c'est super important parce que ça, par contre, c'est un des points clés, en tout cas, des causes et des symptômes qu'on peut retrouver. C'est-à-dire qu'on dit ok, j'ai fait plein d'actions, plein de choses et ça arrive pas au bout, quoi. Donc travailler inutilement, c'est presque travailler inutilement en fait. Ce que tu dis en fait, ça me fait rappeler les éléments des prises de décision en général, où t'as différents modes de fonctionnement. Chaque personne a un mode de fonctionnement différent par rapport à ses prises de décision. Et
par exemple, si on le calque dans la sphère professionnelle, donc chez les entrepreneurs, où il y a cette perception de l'environnement qui peut être erronée, et surtout sur la mauvaise, entre guillemets, la mauvaise connaissance de l'environnement. Et ça, je le juxtapose en non seulement la mauvaise connaissance de l'environnement intérieur, donc comme tu disais, qui soit surestime, sous-estime, et de la même manière de l'environnement extérieur. Donc avec soit une comment je pourrais dire ça, avec des résultats surestimés et peut-être donc du coup des actions pas adaptées, ou par rapport à des résultats sous-estimés et pareil avec des actions pas forcément adaptées. Mais au-delà des résultats, t'as le processus de prise des décisions, et ça je l'ai évoqué dans les 2 premiers épisodes, pas mal parlé de tous les processus de prise de décision. En fait, on se rend pas compte à quel point tu parlais tout au début du facteur des croyances. Ouais. Est-ce que tu pourrais faire le lien entre justement ça, les croyances par rapport à nos perceptions, les perceptions de l'environnement? On peut faire le lien avec... Oui, moi j'aime bien prendre l'exemple du 6 et du 9. Parce que c'est une croyance, on se dit, non mais ce que je vois, je ne crois que ce que je vois. Croyance connue. Sauf que quand vous dessinez un 6, en fait, et que vous demandez à la personne de dessiner un 6 de son côté, même par écran interposé, en fait, eh bien les personnes qui seront en visio de l'autre côté, eux vous diront, la réalité c'est que vous avez dessiné un 9. Or, je vous demandais de dessiner un 6. Et donc, vous aurez dit, bah si, ok, je vais dessiner exactement, en fait, 6, 9. Et du coup, lequel a raison? Posez-vous la question, lequel a raison, en fait? Est-ce que c'est la personne en visio qui dit que vous avez dessiné un 9? Ou c'est vous parce que vous avez dessiné un 6? Eh bien, je vous dis les deux. La situation, en fait, vous l'avez mal estimée, c'est-à-dire qu'il faut savoir, quand je dis prendre du recul, savoir aussi remettre en perspective les choses, c'est vraiment ça. C'est en fait, bah ok, je prends de la hauteur, je me mets à sa place, qu'est-ce qu'il voit? Ok, d'accord, je comprends maintenant pourquoi il réagit comme ça, je comprends en fait son fonctionnement. Et du coup, moi, je vais me réinverser, ok, je vais comprendre son fonctionnement, pourquoi moi j'ai dit ça, et est-ce que lui est d'accord pour venir à ma place et regarder en fait ce que je vois. Et les deux réalités sont ok. C'est juste qu'elles n'auront pas la même lecture. Puisque un 6 et un 9, en soi, c'est pas pareil. Pour autant, ce qu'il y a décrit sur le papier, en fonction de comment on se positionne, on verra un 6 ou on verra un 9. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, il suffit, en tournant, de voir, bah, je vois effectivement un 9, mais je vois aussi un 6. Et donc, ça, c'est la vraie réalité. Et c'est pas, j'ai dessiné un 6, j'ai dessiné je vois un 9. Non, c'est je vois le 6 et le 9. Ce que tu décris, en fait, c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir cette, comment dire, ce recul. Non, ça la perception de ses perceptions. C'est ça. Et de ces biais cognitifs, en fait. En général, on a nos biais, en fait. C'est pas évident j'ai envie de dire, si jamais tu as conscience, quoique, si on a conscience de ces biais cognitifs, prendre du recul, effectivement. Tout à fait. Oui, officiellement, entre guillemets, 15 ans. Officieusement, ouais, plutôt 20, mais... La première chose déjà, si je te fais un petit raccourci,
C'est pas pour mettre dans des cases du tout, je suis contre ça. Mais en tout cas, un solo entrepreneur, il part avec, comme je dis, sa petite bouteille, qui est, on a toujours, il faut pas se mentir, à peu près 10% de sa bouteille qui sont de base remplies pour diverses raisons. Parce qu'on se lance, donc il y a la petite appréhension, le petit stress qui est là. Et donc, dans ce qui va vivre, c'est quoi? Est-ce que je me suis préparée à ma vie entrepreneuriale ou est-ce que j'ai lancé mon entreprise en cliquant sur Internet, je déclare, voilà, j'ai créé mon truc et tout, et je me lance et je vois après. Donc déjà, il y a les deux types. En fait, il y a deux parcours différents. Donc, il y en a un, il va dire, moi, je veux d'abord faire l'action, en fait, puisqu'on a des fonctionnements différents. Donc, il va y avoir celui qui part tête baissée, je me lance, je fais mon truc, etc. Il va essuyer des échecs. Maintenant, c'est comment il va les vivre, ces échecs. Parce que il en aura des petits, peut-être des gros ou pas du tout, mais il aura toujours des petites choses qu'il va louper. Et c'est OK. À la condition que lui soit dans ce mindset-là de dire, je préfère d'abord tester en live, échanger au fur et à mesure, etc. Donc, il sait que le parcours sera un peu plus long, que du coup, il y aura peut-être un peu plus de stress. Mais au final, il aura sa satisfaction parce que lui, il aime bien le challenge, il aime bien les choses et tout comme ça, en étant en fait dans le perceptible où il touche en fait les choses, il le fait. On a l'autre parcours en fait, donc pour arriver au stade, mon entreprise, en tout cas, elle développe un chiffre d'affaires. Ok. J'ai même pas parlé encore de chiffre d'affaires récurrent, choses comme ça, juste pour aller jusqu'à ce stade-là. Il y a l'autre personne qui va dire non, moi je me lance pas si j'ai pas réfléchi à quand même un minimum d'actions à mettre en place, de choses, etc. Les deux modes de fonctionnement sont OK. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a. Voilà, les deux sont OK. Et donc, du coup, il va poser effectivement. Il y a de fortes chances qu'il arrive plus rapidement au stade. Je développe un chiffre d'affaires. Cependant, après, ça va être. Est-ce que la personne qui réfléchit prend toujours du temps à réfléchir pour lancer un produit? Et du coup, elle va tellement réfléchir qu'elle va jamais le lancer. Ou est-ce que l'autre personne, en fait, elle est dans le dur, donc elle va lancer son produit et elle va ajuster au fur et à mesure pour que ça fonctionne. Et donc là, il peut y avoir deux parcours différents. C'est-à-dire que est-ce que celui qui part sur la réflexion sait se lancer au bon moment, ou est-ce que celui quand il reste sur cette réflexion-là, est-ce qu'il y reste trop longtemps? Et donc ça se gère en fait. En fonction de votre fonctionnement, on n'accompagne pas sur les mêmes choses et on va pas avoir les mêmes problématiques. Et donc le syndrome d'épuisement, ça va être quoi? La personne qui réfléchit tout le temps, en général, on dit que c'est aussi le syndrome du perfectionniste. Il va avoir tendance aussi à s'auto-saboter parce que à vouloir être trop parfait. Vous allez peut-être avoir aussi de l'autre côté la personne qui fait tout de suite par action, etc. À un moment donné, il va se trouver à non mais en fait, je suis un imposteur. Je n'ai pas réfléchi, j'ai fait. Et donc, il va développer peut-être plus facilement le syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, vous avez déjà des choses comme ça qui vont amener aussi des fois, parce que c'est une des conséquences. On parlait tout à l'heure de harcèlement qui amène au burn-out. En off, on en parlait. Et bien là aussi, c'est pareil. Le syndrome de l'imposteur, en fait, peut amener au burn-out comme l'autosabotage. Pourquoi? Parce que en fait, on va arriver à j'ai plus envie, je fais trop de choses. Donc ça peut être aussi le syndrome d'épuisement professionnel. On a parlé sur la charge importante. Je voudrais qu'on fasse quand même un petit point sur la sous-charge. Vous avez une entreprise, vous avez tout fait, c'est tout beau, c'est vous rentrez dans un garage. C'est bon? Donc je disais, vous rentrez dans un garage Ferrari, ok? Donc c'est tout beau, mais vous avez oublié d'acheter la Ferrari pour la vendre, pour pouvoir la proposer à la vente. Bah du coup, il va rien se passer et il y a personne qui va venir vous voir. Pourquoi? Bah parce que déjà vous n'avez pas le produit. Mais si vous avez juste acheté un garage et mis Ferrari dessus, ça va pas fonctionner. Il va falloir que vous développez d'autres actions.
Et donc du coup, vous aurez peut-être un business en fait sur la forme entre guillemets, mais sur le fond peut-être pas. Et surtout en fait sur la communication, si vous n'êtes pas visible, vous aurez pas d'activité. Et donc du coup, on tombe dans ce qu'on appelle le bore-out. Il y a des gens, ils sont auto-entrepreneurs et en fait, ils se lèvent plus le matin pour aller bosser, aller prospecter, aller travailler, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont plus la volonté, parce qu'ils ont dit ah mais ça marche pas, il y a personne, j'ai pas assez de clientèle, etc. Et donc ça s'appelle le bore-out. Parce que pour le salarié, en fait, c'est la mise au placard. Ça peut être, on nous donne pas dans nos compétences, en fait, des dossiers dans nos compétences. Eh bien, pour l'entrepreneur, ça va être quoi? Pas assez de clients, pas la motivation, en fait, pour avancer. Et donc, quand on a une perte de motivation comme ça et qu'on veut plus, en fait, aller bosser pour sa propre entreprise, pour soi au final, eh bien, c'est là qu'en fait, on est en syndrome d'épuisement professionnel. C'est un syndrome d'épuisement, même si c'est parce qu'on n'en a pas assez de charge de travail en fait. Et c'est pour ça que je voulais faire le petit et c'est pareil quand je parlais d'alignement, c'est pour juste pour finir là-dessus, penser que être aligné, c'est pas juste parce que c'est à la mode, ça fait bien l'harmonie et tout. Moi je le dis, hein, être leader de sa vie, serein et leader de soi vraiment au sens vie pro, vie perso pour que ça dure, c'est vraiment parce que pour durer dans le temps, il faut être aligné avec ce qu'on fait. Parce que si vous perdez le sens de ce que vous faites, que vous avez plus le sens de faire et l'utilité, vous êtes en épuisement pro. Hein. C'est aussi la troisième forme de l'épuisement professionnel. Hein. La perte de sens et d'utilité. Donc, si vous n'avez pas de vision, de mission, d'objectif de votre entreprise, clairement, en fait, c'est pas OK parce que votre entreprise, elle va pas durer dans le temps. Et donc, vous n'allez pas durer non plus. Vous allez tomber sur un syndrome d'épuisement professionnel. Donc c'est pour ça aussi que dans RGT, quand j'accompagne l'entrepreneur solo, la troisième partie trouver son axe, son plan d'action, ces trucs comme ça et tout ça passe dans ce système-là où on aligne tout. Donc voilà pourquoi je voulais finir sur cette chose-là, parce que c'était quand même assez important. Ouais, le dossier unique. En fait, quand les risques psychosociaux font partie intégrante du dossier unique qui gère en fait tous les types de risques. Donc il y a souvent on a les risques pour l'incendie, la prévention il y a des petites formations qui se font dans les entreprises tous les ans, ça doit être renouvelé au niveau de l'incendie, l'ergonomie au travail, donc il y a des choses en fait pour le physique, gestes et postures pour la charge de poids, etc., qui sont mis en place depuis X temps. En revanche, pour le burn-out et donc tout ce qui est risques psychosociaux, ça a vraiment du mal. Donc la loi a changé ces derniers, notamment suite à une jurisprudence où ils ont demandé que l'employeur ait un résultat et plus juste une obligation de moyens, mais une obligation de moyens et de résultats. Ce qui change un peu la donne parce que du coup, ça la met au même niveau que la prévention incendie. Malheureusement, non. Non. Moi, j'ai lancé en fait auprès d'un OPCO, puisque je suis, enfin, mon organisme de formation est certifié Calliope. J'ai travaillé avec un OPCO, donc un organisme qui finance en fait pour les entrepreneurs, etc. Les formations pour les dirigeants. Et donc justement, ils regrettaient qu'il n'y ait pas en fait de formation proprement. Donc moi, je sais que j'ai créé une petite formation d'une journée aussi sur prévenir du risque psychosocial du dirigeant, par exemple, donc sur une journée ou 2 jours en fonction. Et donc ça marche pas mal. En tout cas pour les entreprises, pour les micro-entreprises qui n'ont pas forcément envie, mais juste de voir un petit peu ce que c'est et de savoir en fait mettre déjà des petites astuces en fait en place et de voir aussi où ils en sont à l'instant T. Faire le point et mettre en place une prévention pour éviter de tomber dans le travers de la bouteille, comme on disait tout à l'heure, qui déborde.
Alors ouais, le secteur du bien-être, en fait, sont des personnes qui sont plus ouvertes, donc au burn-out, enfin, en tout cas, à le prévenir, à faire attention à ça, et surtout à développer en fait les bonnes stratégies. Pourquoi? Parce que souvent, soit elles ont eu par le passé en fait des signes précurseurs du burn-out, soit elles sont tombées dedans, euh, soit tout simplement en fait elles ont vu dans leur entourage des personnes l'ayant vécu et comment ça les a détruites en fait au final sur peut-être une période donnée, mais sur une période quand même. Donc du coup, voilà. Oui, c'est ce que j'appelle l'auto-sabotage. J'ai parlé tout à l'heure d'auto-sabotage et ça en fait partie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne, dans le module T, par exemple, de RGT, c'est trouver aussi sa position. C'est-à-dire sa position, c'est OK, je suis thérapeute, mais pour être thérapeute, il faut quoi? Il faut un business. Et parce que je peux pas m'installer en tant que thérapeute sans business, en fait. Je suis obligée de le déclarer officiellement. Je ne suis pas thérapeute comme ça. Donc non. Donc il y a une déclaration. Ça veut dire qu'on va avoir un numéro SIRET. Et donc moi, je le représente souvent comme ça. Je leur dis, est-ce que vous avez un numéro SIRET? Donc pour tous les entrepreneurs qui vont écouter, ils sauront exactement de quoi je parle. Un sirène, un SIRET. Donc en fait, c'est le numéro d'identification de votre entreprise. C'est avec ça que vous pouvez facturer vos clients. Donc forcément que vous l'avez. Sinon, vous pourriez pas vous faire payer. Donc du coup, déjà de base, en fait, en disant ça, ça veut dire que aux yeux de la loi et aux yeux en fait de l'État français, vous êtes une entreprise. Auto-entreprise, micro-entreprise, entreprise individuelle, quoi qu'il arrive, vous êtes une entreprise en fait. Pas vous en tant que personne, mais le service que vous offrez. Et donc ça veut dire un thérapeute, effectivement, est avant tout une entreprise qui propose un service de thérapie. Ça peut être de l'art-thérapie, par exemple, ça peut être du reiki, ça peut être de la sophrologie, etc. Donc il y a plein de choses en fait qui peuvent rentrer dedans. Et donc il faut faire juste attention à ne pas rester dans son, comme je dis, dans le monde de bisounours où on se dit ah non mais je suis toujours thérapeute, etc. J'ai des personnes en fait elles osent pas vendre ou donner leur prix. Là aussi, c'est pareil en fait. Si vous n'êtes pas aligné avec votre produit, effectivement, vous aurez du mal. Vous allez vous auto-saboter. Si vous êtes aligné, que vous proposez quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, je parle pas des manipulateurs. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. Ouais, je finis un à midi, donc oui, midi 30, je serai dispo. Oui, par contre, faut voilà, c'est ça les éléments et le lien. Pas de souci, merci.
Bon. C'est OK? Énième déconnexion. On les compte plus là. On verra ce que ça donne au final pour recompiler tout ça. Oui, Edwige, je te laissais sur le fait d'assumer, d'être aligné. Tu parlais des thérapeutes, de l'exemple de thérapeutes qui. Ouais. J'ai des personnes. J'allais dire que j'ai des personnes en fait qui sont pas du tout, enfin qui vivent en tout cas ou qui vivaient dans le monde de bisounours et qui disaient non mais je peux pas et ça a pas de prix, ça a pas de machin et tout. Le fait de refuser en fait de donner une valeur au service que l'on propose, c'est pas en fait être en accord avec ce qu'on va donner à l'autre, tout simplement. Et ça, faut le comprendre que toute chose, en fait, j'ai bien dit chose, hein, à un prix, tout être humain n'en a pas. Et donc, faut bien faire le distinguo entre les deux. Et c'est bien ça, en fait, souvent, ils pensent que c'est eux, leur personne. Ouais, leur valeur. Ouais. Alors que non, en fait, on est juste là pour donner. Et pas vraiment pas pour se positionner en tant que valeur. Et donc ça c'est aussi quand on dit oui c'est vous la valeur ajoutée parce que c'est comment vous allez l'incarner, comment vous allez donner les choses aux personnes. Et donc c'est là en fait qu'il y a une différence. Et je disais que je ne parlais pas de manipulateur parce que effectivement si vous mettez quelque chose à un prix qui est assez cher, que vous êtes aligné, c'est OK. C'est parce que cette valeur là c'est ce qu'elle représente réellement. Pour vous, à vos yeux. Et pour, en général, votre cible, ça va pas être trop cher. Au contraire. Peut-être qu'ils vont vous le dire au début. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, moi, par exemple, je sais que j'ai des personnes que j'accompagne aujourd'hui. Clairement, elles m'ont dit que j'étais pas assez chère. Mais je suis OK parce que moi, le but, c'est pas de mettre à mal, en fait, les gens que j'accompagne. C'est de pouvoir les accompagner dans de bonnes conditions. Et de pas les mettre en stress justement parce qu'ils doivent payer. Là aussi c'est pareil. Donc vous avez des manipulateurs, hein, il y a de tout hein, dans le monde. Et donc oui, il y en a qui vont vendre très cher un service. Moi j'ai en effet la malheureuse expérience, un service qui n'est pas rendu. Donc du coup voilà le mensonge etc. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais Soraya tu vois très bien de quoi je veux parler. Et donc en fait le seul truc que je dirais c'est soyez honnête. Authentique, de façon à ce que déjà, en n'ayant pas de mensonge, en étant authentique, honnête, déjà vous allez limiter en fait le risque de syndrome d'épuisement parce que si vous êtes dans le mensonge, ça va vous obliger à prendre plus d'énergie sur le cerveau. Qui dit plus d'énergie, dit du coup moins pour autre chose. Avec toujours ce stress de pas dire de pas vous renier par rapport à ce que vous avez dit la fois dernière parce que vous avez menti, etc. Et donc là, du coup, c'est plus dangereux et c'est source de stress supplémentaire. Donc attention, bien être droit dans ses baskets, comme on dit, et surtout en fait de pas hésiter à travailler sur soi. Et au-delà au fait de ce que tu évoques, hein, qui est très intéressant et en fait je pense que beaucoup peuvent se reconnaître dans ces schémas-là. Au-delà de ça, il y a aussi, moi, ce que je vois, c'est les compétences d'un auto-entrepreneur. Parce que je parlais aussi j'ai pris l'exemple du thérapeute. T'as celui qui maîtrise absolument son cœur de métier. Mais un auto-entrepreneur, je parle pour les entrepreneurs solo, hein, par exemple, c'est un métier en soi, quelque part, d'être entrepreneur. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise son corps de métier que forcément on maîtrise toutes les compétences qui sont liées à l'entrepreneuriat. Exactement. En fait, ça c'est important de le dire. Quand là par exemple, moi je vais prendre un exemple concret, comme ça au moins ça va parler. J'accompagne donc des personnes avec ma méthode RGT en ce moment et donc j'ai quelqu'un qui m'a dit j'ai découvert des choses que je devais savoir faire normalement et heureusement que tu nous les as mis en rappel. C'est-à-dire qu'en fait dedans j'ai mis des choses qui n'étaient pas dans le process purement super important etc. Mais j'ai dit que c'était des prérequis pour pouvoir avancer. Trouver une stratégie, il y a des prérequis à trouver une stratégie. Et donc, en fait, je leur donne, donc dans le module gestion, en fait, toute une panoplie de prérequis, c'est-à-dire en gros des rappels sur si vous les avez faits, bah tant mieux, vous vérifiez que ce soit fait. Si vous les avez pas fait, bah faites-les maintenant. Au moins,
pour apprendre à gérer votre business. Et notamment, je vais donner une astuce pour les auditeurs. En tout cas, par exemple, la législation en vigueur est un domaine que tout le monde oublie. Or, vous créez une entreprise, vous allez vendre des produits, prendre une assurance quand vous êtes thérapeute. Une assurance, pas juste pour dire une assurance pour s'assurer, hein. Une assurance RC Pro avec du juridique dedans. Pourquoi? Parce que vous soyez thérapeute, coach, etc., à partir que c'est du service à la personne, eh bien, vous devez protéger au niveau juridique. Vous devez vous protéger au niveau juridique et protéger vos clients au niveau du juridique. Et donc ça, par exemple, ça fait partie des astuces que parfois les gens n'ont pas. Ok. Et ça, tu le constates par rapport aux personnes que tu accompagnes? Ouais, mais même en dehors de RGT, j'ai beaucoup accompagné de 2 personnes. Et donc moi, j'ai aidé à la créa d'entreprise en fait. Hein. J'aide à la créa d'entreprise. Donc il y a des choses comme les études de marché, comment aller trouver en fait vraiment sa voie, etc. C'est des choses qui sont aussi dans la méthode, mais que j'ai déjà accompagné par le passé. Donc effectivement, quand je vois que ça bloque à certains endroits parce que la personne n'a pas, du coup, je vais lui filer un coup de main pour qu'il puisse vraiment avoir une globalité. Être thérapeute, coach ou quoi que ce soit, c'est pas juste être thérapeute, coach. C'est aussi avoir du recul de dirigeant d'entreprise, en fait. D'être un vrai entrepreneur, c'est d'avoir cette vision globale de son entreprise. Si je demande est-ce que vous avez créé un tableau de bord de votre entreprise à vos auditeurs, je suis pas sûre que tout le monde en ait un. Tu vois, j'allais dire des actions aussi simples. C'est pas forcément l'action en elle-même. Je pense que c'est vraiment un tout. Exactement, oui. Et justement, quand on parle d'organisation, si tu pouvais résumer les trois grands symptômes, juste pour clarifier par rapport aux auditeurs dont tu as parlé au début, que tu as bien développé, si tu devais résumer maintenant les 3 grands symptômes de l'épuisement avec peut-être les causes associées ou plusieurs des causes associées. Ouais, les causes. Même si c'est difficile parce que c'est très multifactoriel. Ouais, c'est ça, c'est multifactoriel, mais les causes principales qu'on peut retrouver, c'est l'oubli de soi, ses propres besoins de survie, et donc du coup sommeil, élimination, etc. La fatigue, l'efficacité, la lenteur des tâches, ça va vraiment dans l'oubli de ses propres besoins, puisque c'est l'organisme en fait lui-même qui est modifié. La deuxième, on est sur l'organisation et donc la gestion du temps. Et donc là, les symptômes vont être assez simples. C'est on loupe les pauses déjeuner, on prend 10 minutes pour faire un truc pour soi, et puis on repart au boulot. On fait des journées à rallonge de 25 heures au lieu de 24. Enfin, j'exagère, mais en gros c'est ça. Et on ne se concentre plus. On a tendance à se mettre en colère et on se sent souvent très isolé. Et puis la troisième majeure, c'est soi et son environnement, la perception qu'on a de nous-mêmes, de l'environnement, des situations. Et donc là, on va travailler sur les stratégies, la prise de recul, vraiment la globalité en fait de la personne en elle-même, c'est-à-dire de nous. Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur comment on est et comment est la situation en elle-même. Donc savoir en fait utiliser nos biais à bon escient. Donc voilà, si je résumais ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Edwige pour toutes ces informations qui, j'espère, sont digestibles, digérables. Ça se dit, digérable. Digeste, oui, tu pouvais dire. Digeste. Merci. Assez digeste parce que tu nous as délivré beaucoup d'informations très très précieuses. Pour les auditeurs, par exemple, aujourd'hui là, qui peuvent se reconnaître dans la thématique que nous abordons aujourd'hui, si tu devais donner un premier conseil ou un ou plusieurs pour commencer, même si c'est difficile parce que chaque personne a une situation très différente, et qu'est-ce que le premier conseil, le premier conseil, c'est prenez dans la journée au moins 5 minutes
pour aller voir le ciel, voir la nature. Enfin, on s'en fiche en fait. En dehors du lieu lequel vous... Et 2 fois dans la journée, ça serait top. Mais au moins déjà une première fois 5 minutes pour démarrer, bien vous y gagnerez en efficacité. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne parce que c'est un conseil facile à mettre en place, qui demande rien. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est un conseil et ça demande pas grand-chose. Après, effectivement, il y a des techniques. Vous pouvez faire de l'art-thérapie avec le mandala. Vous pouvez faire du yoga, de la méditation. Voilà, le yoga et la méditation étant les mêmes, hein, enfin la même chose. Mais je le scinde parce que les gens, en fait, dans notre bain social aujourd'hui, ils font la distinguo. Voilà. Donc non, c'est pas du bouddhisme, hein, le yoga. Et donc du coup, la méditation fait partie intégrante du yoga. Mais voilà, donc c'est des actions. D'un côté, vous pouvez faire le physique, de l'autre côté, vous faites le mental. En fait, voilà pourquoi je distingue les deux. Si vous aimez lire, eh bien, octroyez-vous un moment en fait pour lire. Pourquoi? Parce que c'est des moments en fait qui vous font plaisir. Et puis, ben moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes embrumé le soir avant de vous coucher, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le podcast, n'hésitez pas à prendre plutôt une feuille avant d'aller dans votre chambre, notez toutes les idées, tous les trucs sur un papier. Et allez dormir. Vous verrez que déjà, vous en enlèverez quelques-uns. J'ai pas dit que ça sera tout magique, mais ça en enlèvera en fait une partie. Très bien, merci beaucoup. En fait, c'est trouver un équilibre, que ça soit qu'on soit auto-entrepreneur finalement ou un être humain, j'ai envie de dire. Parce qu'avant tout, c'est vraiment le respect. Oui, tout à fait. Hein, c'est l'être humain. Très bien. Il y a des personnes, tout à l'heure, je crois pas qu'on en ait parlé, on en a parlé off. Il y a des personnes, des entrepreneurs et notamment des dirigeants qui pensent que leur situation est normale, banale. Donc, il y a une sorte de banalisation d'un état, de ce syndrome, d'un état d'épuisement en fait entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui pensent... Oui, j'en avais parlé au début du podcast. Ils ne se rendent même pas compte. Ouais, j'en ai parlé au début du podcast, mais donc oui, en fait, on parlait des croyances tout à l'heure quand on avait fait le 6-9. Le déni de réalité, en fait, donc c'est juste en fait de se dire que si on se sent stressé, eh bien, ça veut dire qu'on fait bien notre travail de dirigeant ou notre chef d'entreprise. Et ça, en fait, c'est une vraie erreur, en fait, parce que c'est un sentiment. On s'auto suggère d'être stressé parce que sinon on n'est pas OK en fait en termes de réussite ou d'efficacité, ce qui est totalement aberrant. Mais oui, c'est à rabâcher. Et d'ailleurs, quand les gens se relèvent d'une situation toxique, que ce soit un harcèlement ou un burn-out, il faut savoir qu'en fait, les dénis de réalité, il y en a beaucoup. Et dans le premier module, en fait, on aborde définir ce qu'il m'est arrivé. Et c'est vraiment ça, en fait. Et découvrir où je me situe. Et donc là, alors, ça met le deuxième cran, on va dire, de OK. Et en fait, où est-ce que ah bah oui, mais au final, ouais, j'ai un vrai souci. Et donc, comment je me connais et quelle piste je peux utiliser pour me revaloriser. Et en fait, c'est ça le process pour se relever d'un burn-out. Et d'un déni de réalité, eh bien, je vais dire que c'est le même process. Pourquoi? Parce que le déni de réalité, souvent, il amène déjà à l'épuisement. Et puis, comme on veut pas le voir, mais non, je suis pas en burn-out. Oui, j'ai accompagné une personne qui travaille donc elle est manager, top manager, elle travaille dans une grosse boîte. J'ai pas fait de burn-out, je suis juste un peu stressée, c'est normal. Mais non, j'ai pas fait de burn-out, j'ai pas fait de syndrome d'épuisement, non. Et les 3 premières séances, donc je l'avais vraiment en coaching, les 3 premières séances, en fait, c'était non. Jamais de la vie, j'ai été en stress. Jamais de la vie, j'ai fait un burn-out, machin. 4e séance, bon, bah, en fait, je suis en burn-out, j'ai fait ça, et je m'aperçois que je suis en train de me relever. Donc, voilà. Donc, il a fallu, en fait, enclencher le mécanisme de je pose, en fait, les mots, et j'accepte, en fait, ce qui se passe. Et donc, ce switch, c'est franchement difficile parce qu'on pense que c'est normal. Et donc, du coup, souvent, on va rien dire. Et donc, l'entrepreneur d'autant plus, puisque il a même personne, en fait, puisqu'il est seul, en fait. Donc, du coup, l'isolement, c'est c'est renforcé, etc. Et donc, c'est bien plus compliqué. Et c'est aussi perçu
comme une faiblesse. Oui, j'avais t'en parlé. C'est ça en fait que c'est que souvent les gens veulent pas le dire ou le reconnaître. Alors que ce n'est pas une. Hein. Les émotions, on les contrôle pas. Le stress, on le contrôle pas en soi. On peut avoir des actions en fait sur les conséquences et comment on limite en fait nos réactions propres de notre organisme. Et Edwige, tu as aujourd'hui, alors tu me dis, hein, aujourd'hui tu as deux lignes dans tes accompagnements. Tu as la méthode RGT pour renforcer, gérer, trouver. Renforcer, gérer, trouver. Et tu as aussi un accompagnement vraiment qui est lié au burn-out et harcèlement. Ouais. Donc, se relever après une situation toxique, du burn-out et du harcèlement. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot sur chacun des deux, s'il te plaît, sur chacun de tes deux accompagnements actuellement? Donc, donc celui que j'ai en collaboration avec Marie-Noëlle Tinascanin, donc qui elle est fondatrice de Résalience, elle est spécialisée dans les violences conjugales, le harcèlement, et moi je suis beaucoup plus spécialisée sur le burn-out, le stress, et donc du coup c'était intéressant de pouvoir formater en fait vraiment un petit programme. Quand je dis petit, c'est pas dans le sens du contenu, etc., mais de façon qu'il soit accessible en fait au plus grand nombre et que les gens puissent prendre le temps en fait de vraiment avancer sur leur chemin, parce que c'est ça le but de cet accompagnement là, c'est de rebondir pour retrouver en fait une vie pro et perso qui soit cohérente avec ce qu'ils ont envie. Et ça c'est quelque chose d'important, et donc c'est un parcours. Donc voilà, donc se relever d'une situation toxique, c'est vraiment un parcours où on va définir en fait ce qui s'est passé. Donc ça peut engendrer aussi des réflexions, justement une prise de recul, découvrir aussi où est-ce qu'on est à l'instant T et quel chemin il nous reste à parcourir. Ça va bien avec, tu vois, ton podcast, c'est nickel. le nom, tu comprends pourquoi j'avais dit, c'était sympa, moi j'aimais bien. Comment j'apprends à me connaître. Et donc là, on revient sur des termes qu'on a parlé. donc oui, il y a la connaissance de soi forcément. Et puis ensuite, on aborde des pistes pour se revaloriser et avancer. Pourquoi on a mis des pistes et pas des solutions? Parce qu'en fait, pour être honnête, il n'y a pas de solution miracle. On a tous nos propres pistes à avancer. Et la piste que l'un trouvera ne sera pas celle de l'autre. Et donc, on a fait un éventail en fait de possibilités pour laisser aux personnes le choix de tester la meilleure solution ou qu'est-ce qui leur va le mieux pour mettre en place en fait un plan d'action, des routines et avancer, sachant que du coup on a quand même des sessions de coaching tous les mois, donc c'est pas juste une formation en ligne et puis basta, non, il y a vraiment un vrai accompagnement derrière. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui était intéressant, et parce qu'en fait ces formations là sont compliquées aussi à diffuser. Pourquoi? Parce que les gens, comme on vient de le dire, c'est perçu comme une faiblesse. Donc le burn-out ou le harcèlement, en fait, c'est quelque chose de compliqué. Voilà, la parole n'est pas encore libérée totalement là-dessus. Il y a encore beaucoup à faire. Donc pour RGT, Soraya, tu le connais bien. C'est un programme donc complet qui est pour l'entrepreneur. C'est un voyage, vraiment un voyage pour le coup transformationnel, qui est pour le leadership de l'entrepreneur solo. Pour qu'ils deviennent sereins, alignés et durer dans le temps. Et donc forcément, ça englobe de la théorie, des pratiques, pas mal de formations, un bilan de compétences et un disque. Donc du coup voilà. Et pour être totalement transparente, j'ai 3 axes en fait: le stress avec le burn-out, les trucs comme ça, le risque psychosocial, le leadership de l'entrepreneur solo avec la méthode RGT, et tout ce qui est transition professionnelle. Donc voilà, donc c'est mes 3 axes en fait que j'ai développés d'expertise et sur lesquels en fait j'accompagne aujourd'hui. Donc le commencement de RGT, c'est vraiment de renforcer les bases pour être leader de soi. Donc renforcer vraiment qui on est, ce qu'on a, ce qu'on est. Et donc là c'est vraiment un voyage introspectif. Le cœur de l'aventure, ça va être forcément se gérer et gérer son business, ainsi que sa vie privée. Pourquoi? C'est super important d'avoir ces deux regards. Comme tu l'as très bien dit, de pouvoir faire des coupures, même si on travaille à domicile, voilà, pour être leader de sa vie.
Et puis, c'est gérer sa communication au niveau de son business et aussi de sa vie personnelle, comment la protéger aussi. Et puis, on finit toujours avec la fin de l'aventure, où on arrive à quai, hein, comme on dit. Eh bien, c'est trouver l'équilibre, la vision, l'harmonie, en fait, pour trouver vraiment dans la durée quelque chose de serein et pérenne. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on va aller chercher dans la méthode RGT. On va finir sur juste, en fait, donc le but, hein, c'est bien sûr de trouver l'équilibre pro et perso avec la sérénité et durée, quoi. Si les gens, en fait, prennent le temps un peu de prendre des notes ou des choses comme ça, je pense qu'ils pourront déjà mettre en place quelques petites choses. Et puis, merci Soraya, parce que j'avais vraiment à cœur que tu te lances sur les podcasts. Donc, je suis super contente d'avoir été invitée. Voilà. L'épuisement des entrepreneurs, c'est le titre et le sujet de cette podcast, de cet épisode du podcast des chemins insoupçonnés. Tout au long de l'épisode, nous avons eu de multiples coupures, des problèmes d'enregistrement, bref, des soucis techniques, mais nous sommes tout de même arrivés au bout. Donc là, je reprends l'épisode, la fin de l'enregistrement qui a été malheureusement coupée. Je tiens également, même si je l'ai déjà fait, à te remercier, Edwige, d'avoir été ma première invitée. Merci encore une fois. Pour moi, c'est très très important d'avoir des personnes en qui je reconnais en fait les compétences et dont je sais que le travail, l'expertise et l'expérience peuvent être bénéfiques au plus grand nombre. Et donc Edwige, je vous la montrer tout au long de l'épisode. Et puis aussi, il y a le côté très altruiste qui est très très important lors des accompagnements, parce que autant les compétences techniques, etc. sont importantes, autant l'investissement et l'engagement dans les accompagnements sont aussi très très importants, encore plus dans ce genre de thématique, j'ai envie de dire, puisque les personnes qui viennent vers toi sont des entrepreneurs, certes, qu'ils soient seuls à diriger leur entreprise, ou alors qu'ils aient des employés, alors qu'ils soient responsables aussi d'employés. Donc dans les deux cas, eh bien, l'épuisement, la fatigue, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, peut apparaître dans une certaine mesure lorsqu'on ne prend pas en compte certaines précautions et puis qu'on ne sait pas aussi prioriser, se connaître et quoi mettre en place pour pouvoir minimiser les risques d'épuisement et optimiser donc notre efficacité et puis l'épanouissement aussi dans notre sphère d'activité. Donc nous avons vu les multiples causes, quelques petites astuces, quelques moyens pour pouvoir les prévenir et aussi surtout le fait que ce soit possible d'en parler, même si ça reste compliqué, délicat. Edwige, toi tu l'as évoqué, cette complexité, cette délicatesse avec laquelle, pour de nombreux sujets, pour de nombreuses raisons que tu as mentionnées auparavant, que c'est pas forcément toujours évident d'en parler, que les langues ne sont pas forcément déliées. Et néanmoins, il reste des solutions, heureusement. Et ça peut être pour des personnes, soit qui sont en prévention, donc de tout mettre en place pour éviter ce genre de problématique, ou soit des personnes qui constatent déjà qu'ils sont dans l'impasse, qu'ils sachent que ce n'est qu'un état. Tout est passager, les états sont passagers, il y a toujours des solutions à mettre en place pour pouvoir retrouver la sérénité, l'efficacité, l'enthousiasme qui accompagne en général les débuts de l'entrepreneuriat. Voilà, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous très bien. À bientôt.